Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour à vous et bienvenue, nous sommes sur Radio Lac comme chaque jeudi en direct 14h-15h et c'est quand vous le souhaitez, c'est comme un bonbon, vous le déballez quand vous voulez sur onetv.ch. Parlons économie, parler d'économie, c'est aussi l'économie genevoise bien sûr, mais comment rendre Genève plus dynamique? Est-ce que ça vous dit une Genève plus dynamique? Oui, je vous entends déjà le dire. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Nous allons également nous intéresser à vos déclarations d'impôts, la mienne aussi. Qu'est-ce qu'on a oublié dans la déclaration d'impôts? Moi, il faut que je demande une prolongation. Ça sera également l'un des sujets de cette émission. Et puis avant de vous présenter nos premiers invités, bonjour Elsa Floret. Bonjour Benjamin. Vous êtes, je le rappelle, la directrice communication de la CCIG. La CCIG qui aime bien organiser des rendez-vous réseautage. Ça se passe à 17h30. Le prochain, c'est le 28 mars. Absolument. Entre les grands rendez-vous politiques et bientôt les votations, bien sûr, du 2 avril, allez tous voter. On organise ces rendez-vous récurrents de réseautage en after work, mardi prochain. On appelle le 17h30 de la Chambre. Pour ceux qui préfèrent se lever tôt, il y a le 7h30 de la Chambre, exactement, en alternance. C'est au choix. Une soixantaine de personnes viennent se présenter. Une soixantaine de personnes sont présentes, dont une dizaine viennent se présenter. Donc, bienvenue à tous, inscrivez-vous, il reste encore des places. C'est sur le site de la CCIG, bien sûr. Et nos premiers invités, les voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Franck César. Bonjour. Bonjour Laurent Henaf. Bonjour. Vous êtes respectivement partenaire chez Aiko et directeur général d'Alan Max. Pourquoi transformer son entreprise? C'est la question qu'on va se poser avec vous. Alors tout d'abord, on va en quelques mots poser les bases. Aiko, cabinet de conseil en stratégie, management, organisation. On couvre tout le tertiaire là. En effet. Et chez Alan Max, qu'est-ce qu'on fait? Chez Alan Max, on est dans l'accompagnement opérationnel du dirigeant d'entreprise dans son entreprise, donc vraiment à côté de lui. Pardon, mais du dirigeant d'entreprise, ça veut dire que c'est pas forcément la même chose chez vous, ce que vous faites chez Aiko? Alors, on le fait également. En fait, peut-être commençons par poser ce qu'on appelle transformation. Transformation. C'est la question. Exact. C'est l'objet de cette question. C'est d'abord, bien sûr, de mener à bien des projets qui vont changer la physionomie des entreprises. Mais c'est aussi d'avoir une trajectoire qui permet d'ouvrir en fait des nouveaux espaces et des nouveaux espaces de croissance. Parce que si on n'a pas cette croissance, on ne peut pas avoir une création de valeur qui soit durable. Donc c'est ça qu'on fait pour les dirigeants et pour leurs équipes. Mais alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire de reconnaître quels sont les nouveaux marchés, les nouvelles tendances? Ce sont des choses comme ça, par exemple? Oui, l'entreprise, elle est en permanence en train d'évoluer. Elle doit anticiper, elle doit gérer sa croissance, sa rentabilité, sa pérennité. Donc effectivement, il faut qu'elle ait un regard à 360 sur son environnement interne et externe. Oui, parce que voilà, les choses changent, mais à l'interne aussi, c'est important parce que les règles du jeu changent également, souvent d'ailleurs dans le très bon sens, et c'est tant mieux. On l'a vu récemment sur des notions d'égalité, de choses comme ça. Il faut savoir aussi être à jour là-dessus. Ouais. Et puis elle vit dans un écosystème qui est aussi composé de ses collaborateurs. Et les attentes des collaborateurs sont aussi en permanence en train d'être modifiées. Donc il faut pouvoir là aussi répondre à ces attentes qui peuvent être liées à la réorganisation du travail, à un équilibre plus entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc il faut effectivement prendre toutes ces données en compte pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Est-ce que toutes les entreprises sont transformables ? Alors, on dit que la transformation est permanente et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur, elles doivent se remettre en question, elles doivent franchir des nouveaux paliers. Donc, oui, on pense que toutes les entreprises ont besoin d'avoir des démarches de transformation. Après, elles peuvent prendre différentes formes, bien sûr. Ça peut être, bien sûr, d'abord un accompagnement au cadrage d'une transformation. Ça peut aller plus loin dans la mise en œuvre, éventuellement un coaching du dirigeant, comme on peut le faire aussi. Mais effectivement, quel que soit leur secteur et leur taille, les entreprises ont besoin de se confronter, se benchmarker et également de trouver ces nouvelles voies de croissance qu'on évoquait. Alors ça se passe comment chez vous, en l'occurrence chez Aiko? C'est-à-dire que vous arrivez, vous regardez la vie de l'entreprise, vous dites ok, ça faut changer, puis ça maintenant ça se fait plus. Oui, alors effectivement, on peut le résumer comme ça. Ça passe toujours par une étape de diagnostic qui permet effectivement de poser un peu la situation de départ. On apporte bien sûr des pratiques qui viennent de l'extérieur, d'autres entreprises comparables du même secteur, et c'est cette dynamique-là après qu'on met en place de manière un peu évidemment coordonnée, articulée,
dans une vue plutôt globale, pour se dire effectivement, on peut toujours s'améliorer sur tout. C'est pas toujours l'objet. Il faut savoir aussi être sélectif, choisir ses combats et puis avoir une vision un peu articulée de la manière dont ça va se mettre en œuvre dans le temps. Et après, j'imagine que vous accompagnez aussi la mise en œuvre lors de ces transformations. Alors quand on nous le demande, oui, bien sûr, c'est de plus en plus en effet le cas. Les clients attendent une capacité de transformation, de mise en œuvre opérationnelle de ces transformations. C'est ce qu'on fait. Ça peut donc être des missions qui peuvent durer de manière assez significative, parfois plusieurs mois. Et pour vous, Laurent Hénave, parce que chez Alan Max, vous l'avez dit, vous êtes plutôt auprès des dirigeants, donc là c'est l'entonnoir inversé. Alors en fin de compte, il y a toujours cette phase d'échange, de diagnostic avec le dirigeant d'entreprise, pour bien identifier quels sont ses enjeux, parce que souvent le dirigeant il manque de temps, il peut aussi, parce que les sujets sont vastes, manquer de compétences. Donc on va ensuite, il reste bien évidemment, je dirais, le capitaine de l'entreprise, et une fois qu'on a identifié quels sont les besoins, oui, vous avez raison, c'est là où notre raison d'être est totale, c'est d'accompagner et d'être à côté du dirigeant d'entreprise pour réaliser des missions qu'il n'a pas le temps lui-même de réaliser. Et donc, on va l'alléger sur ces sujets-là. Alors évidemment, vous allez me répondre que chaque entreprise et chaque mission est différente, mais globalement, quels sont les points les plus importants auxquels vous êtes confrontés en ce moment ? Alors, il y a 4 axes. On va travailler beaucoup sur la stratégie. Parce que effectivement, c'est celle qui permet de donner la perspective. On va travailler sur l'aspect organisationnel, l'aspect managérial et puis l'aspect commercial. Donc c'est vraiment les 4 piliers sur lesquels on va se concentrer. Et en fonction des priorités et des besoins du chef d'entreprise, on va fixer plus l'un que l'autre dans le timing. Pareil pour vous, Franck César ? Les enjeux sont multiples, et oui, j'ajouterais peut-être l'innovation. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises. La data, je pense aussi la manière dont les entreprises capitalisent sur leur patrimoine de data pour se transformer, améliorer les services aux clients. C'est un axe extrêmement fort, et évidemment tous les sujets de durabilité qui aussi ont leur importance. On en a déjà parlé dans cette émission, et on est loin d'en avoir fait le tour. Effectivement, on continue de parler de tout cela dans un instant sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Pourquoi et comment transformer son entreprise ? C'est la question que l'on se pose avec Laurent Hénave, directeur général d'Alan Max, et Franck César, partenaire d'Aiko. Elsa Floret, vous qui êtes donc responsable communication de la CCIG, la notion de transformation dans les entreprises, c'est important. C'est aussi les résultats. J'imagine que les entreprises sont très attentives à ce genre de choses. Oui, alors on les interroge chaque année dans l'enquête conjoncturelle de printemps, la 23e qu'on a réalisée le mois dernier. Et on constate, effectivement, donc c'était un bilan sur l'année 2022, où la satisfaction pour elle est similaire en fait aux années précédentes. Donc il y a une croissance, une reprise soutenue. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est cette perspective 2023 et au-delà. Et vraiment, l'évolution du chiffre d'affaires est vraiment très encourageante pour plus de la moitié des entreprises qui ont répondu. Également, c'est la même chose pour la rentabilité. Et donc, on l'observe vraiment dans des secteurs assez particuliers. Les secteurs les plus optimistes, oui, c'est la chimie-pharmacie, les ressources humaines, l'industrie, l'enseignement et la formation, en tout cas parmi notre panel. Donc je voulais savoir si vous observez effectivement la même chose par secteur d'activité. Oui, je crois que les dynamiques des secteurs sont très importantes. On le voit bien, on est dans un contexte général qui est quand même d'assez grande incertitude, vulnérabilité, en général, peu de prévisibilité pour les entreprises, mais néanmoins un optimisme qui demeure, vous le disiez, et d'un secteur à l'autre, les tendances peuvent être différentes. Et en tout état de cause, qu'on disait tout à l'heure, se transformer, c'est néanmoins aussi important quand on se porte bien que quand éventuellement on est dans ce contexte d'incertitude. Oui, c'est ça. On ne fait pas appel à vous quand il y a le feu. Vous n'êtes pas des pompiers. Non, c'est pas. Enfin, alors ça nous arrive effectivement d'intervenir. On peut l'être, mais réellement, effectivement, c'est aussi la lucidité, une fois de plus, l'anticipation du dirigeant d'entreprise par rapport à toutes ces perspectives positives de développement de chiffre d'affaires, de conquête de nouveaux marchés, de pouvoir s'assurer, à la fois que la vision, donc la stratégie, la mission et les valeurs sont clairement définies et qu'elles sont aussi clairement perçues par les collaborateurs de l'entreprise. Parce que on interroge effectivement les dirigeants, mais les dirigeants, ils ont besoin derrière d'embarquer leurs équipes pour que effectivement les objectifs de croissance soient atteints. C'est un point, je pense, très important que vous soulignez là, Laurent. C'est cette transformation culturelle qui doit se faire aussi dans les entreprises pour accompagner ces transformations plus générales de business model. Et ce facteur humain, cet élément-là, est de plus en plus présent dans nos interventions.
Respect, esprit d'équipe, innovation, ce sont les valeurs de Media One Contact, qui est l'entreprise mère de Radiolac. Oui, je les connais. Très bien. A priori, bravo. C'est que ça va. Votre patron vous écoute en fait. C'est pour ça, il m'a envoyé un petit message rapidement. Non. Et je salue Alexandre. Quel conseil est-ce que l'on peut donner à des managers qui nous écoutent? Pas forcément des top managers d'ailleurs, mais justement ces gens qui gèrent des équipes et qui en même temps ont une pression de leur hiérarchie. Moi, je pense qu'un des premiers conseils, c'est de rester ouvert. C'est-à-dire d'être ouvert vers le monde extérieur, de ne pas avoir, d'a priori, de préjugés. Une fois de plus, les choses se transforment, elles évoluent. Donc, il faut avoir un état d'esprit qui est réellement tourné avec de l'ouverture, de façon à ce qu'il puisse effectivement s'adapter au mieux aux perspectives du marché. Je crois que les managers, les patrons sont à la fois très entourés et aussi parfois très seuls dans leur prise de décision. Et le premier conseil, c'est sans doute d'essayer de favoriser cet effet miroir, de les amener à se confronter à leur marché, à leurs pairs, de ne pas hésiter à faire appel aussi à des conseils externes pour justement les aider dans ce travail de benchmark et de partage de meilleures pratiques. Oui, puis j'imagine que la difficulté aussi, c'est qu'évidemment, on veut être bon partout. Il y a des choses très urgentes aujourd'hui, la durabilité, l'innovation. Il faut savoir aussi un peu choisir ses batailles, j'imagine. Absolument, je crois qu'on doit... On n'a pas besoin d'être précurseur sur tout. Bien sûr, il ne faut pas rater un certain nombre d'innovations de rupture. Il y en a quelques-unes, le digital, bien sûr, la data, l'intelligence artificielle, on pourra en citer quelques autres. Pas rater ces grands virages-là, mais pas forcément chercher à être absolument précurseur en tout, parce que ce n'est pas toujours ni possible, ni même souhaitable. Il faut intégrer le fait que le dirigeant d'entreprise, surtout dans la PME, n'a pas forcément toujours le temps, n'a pas forcément toujours aussi toutes les compétences, parce que même s'il a ce rôle, je dirais, global, mais c'est compliqué d'être compétent dans un environnement qui devient quand même très complexe aussi. Donc, de pouvoir se faire entourer, accompagner, c'est vraiment essentiel, parce que sinon, effectivement, il risque d'aller dans le mauvais chemin. Mais alors, ce n'est pas du tout faire offense que de dire que vous n'êtes pas les 200 entreprises qui font de l'accompagnement à Genève et en Suisse romande. Comment on fait alors pour être sûr qu'on fasse appel à nous ? Alors, nous, véritablement, c'est cette notion d'opérationnalité. C'est-à-dire qu'on a regardé un ensemble de modèles d'accompagnement qui existent et tout ça. Celui sur lequel les entreprises nous ont le plus sollicité, c'est le fait de dire, très bien, on a regardé ensemble la feuille de route, le plan d'action. Maintenant, l'idée, c'est pas que ça reste dans un coin du bureau, mais c'est véritablement qu'on mette en place ce plan d'action. Et si on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences, le risque, c'est de se retrouver dans quelques mois après et de dire c'était joli, mais finalement, on n'a pas avancé. Donc, c'est d'être auprès du chef d'entreprise, dans l'entreprise, pour lui laisser le temps dont il a besoin pour se consacrer à vraiment des priorités et nous pouvoir, sur la feuille de route, l'accompagner. Pareil. Je crois que effectivement, les sociétés de conseil, il y en a pour tous les goûts, sur toutes les thématiques, presque peut-être même aussi pour tous les budgets. Donc, les consultants en consulting. Voilà. Le sujet, c'est d'abord de donner confiance et c'est aussi d'inspirer. Je pense qu'on est là pour ça. Ça veut dire effectivement avoir une parfaite maîtrise des rouages de l'entreprise. Ça veut dire aussi être capable de travailler en croisant des compétences pour apporter des démarches qui soient innovantes. Et puis aussi, je pense qu'on a chacun son style, assumer son style, sa patte, c'est aussi important, c'est un peu aussi sa signature de marque. Des notions très importantes. Donc pour aller plus loin, n'hésitez pas, les contacts de Franck César, partenaire d'Aiko, Laurent Hénaf, directeur général d'Alan Max. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Parlons économie sur Radiolac. Genève innove. Qu'avez-vous oublié dans votre déclaration d'impôt? Parce qu'on a toutes et tous oublié quelque chose. Bonjour Christophe Faget. Bonjour. Vous êtes directeur associé de la fiduciaire Christopher. J'espère que je l'ai bien dit. Christopher Faget, vous êtes donc directeur associé de la fiduciaire FIDAG. Tout d'abord, là on est le 23 mars, au moment où cette émission est en direct sur Radiolac, un peu plus tard sur One TV. C'est la dernière ligne droite. À peu près, oui. Mais on peut encore demander un délai. Oui, alors ça, il ne faut pas oublier de le demander, c'est ça le truc. Il ne faut pas oublier de le demander, sinon après l'administration fiscale va partir en rappel, sommation, des choses encore bien plus désagréables comme les taxations d'office. Je suis très surpris que vous ayez le temps de venir nous rendre visite, parce que j'imagine la période en ce moment pour vous. Oui, c'est très très compliqué en ce moment, puisque beaucoup de gens se réveillent aussi un peu à la dernière minute. Alors on a beaucoup de clients très disciplinés qui viennent plutôt tôt dans l'année, mais c'est aussi important de venir parler aux jeunes voix et de leur dire que
C'est un peu la dernière ligne droite, on peut encore faire les choses et surtout déposer votre déclaration fiscale pour éviter les soucis. Oui, c'est ça le plus important, il faut le faire. Et puis, il y a des fiduciaires qui sont là pour le faire, évidemment, comme la vôtre. Comment est-ce que vous travaillez? C'est-à-dire qu'il y a cette échéance, mais il y a beaucoup d'autres mois dans une année. Oui, on s'adapte beaucoup aux clients. On a des clients qui sont extrêmement disciplinés, qui vont venir nous trouver déjà au début du mois de février avec leur papier pour la déclaration fiscale. On essaie toujours de traiter les premiers arrivés tout de suite parce qu'on sait qu'après, on va avoir un peu cet effet d'entonnoir à la fin du mois de mars où beaucoup de gens vont venir en disant « Ah, j'ai vu le délai au 31, il faut absolument que je fasse quelque chose ». Et puis maintenant, comme je le disais un peu en antenne tout à l'heure, on va aussi avoir, nous, en tant que fiduciaire, un rôle de ne pas faire croire aux gens qu'on peut faire des déclarations fiscales avant le 31 mars si on sait qu'on n'y arrivera pas à cause du staff ou à cause des délais. Donc on peut aussi demander des délais, des prolongations de délais pour le retour de la déclaration fiscale. À Genève, c'est assez simple, ça se fait en ligne, c'est octroyé globalement assez facilement si les acomptes ont été payés, et puis c'est reporté jusqu'au 30 juin, ce qui laisse encore passablement de temps pour documenter et établir des déclarations d'impôts. Je suis obligé de vous demander, la curiosité est trop grande. Elle est faite, votre déclaration, à vous? Moi, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, elle est souvent faite après tous les clients. C'est ça. Mais c'est bien, vous faites passer les clients avant vous. Oui, toujours. Vous avez bien demandé votre délai? Alors, en plus, oui, alors je demande le délai tout de suite, parce que je sais qu'après, c'est très désagréable pour nous en tant qu'image aussi d'avoir des rappels, des sommations et toutes ces choses. Alors, pour les entreprises, cette émission s'appelant Parlons économie, mais aussi pour les particuliers, est-ce qu'on a quand même quelques conseils de base à rappeler, au-delà de ces notions de délai dont on vient de parler? Oui, alors, de tout déclarer. Quand on dit tout déclarer, on pense surtout à déclarer tous les revenus, mais on pense aussi à tout ce qui serait à la décharge du contribuable, donc tout ce qui va être déduction. On a l'administration fiscale genevoise qui établit chaque année un guide qui est plutôt bien fait, qui est à destination du grand public. Même dans les fiduciaires, on l'utilise parce qu'il est quand même assez pratique. Donc, de tout déclarer quand on a un doute, de venir consulter un professionnel, que ce soit pour une revue ou pour établir la déclaration d'impôt complètement. Parce qu'on fait plutôt l'inverse en général. On dit ça, je ne vais pas le déclarer au cas où je me ferais taper sur les doigts. Oui, et ça, c'est le mauvais réflexe parce que généralement, c'est comme ça qu'on met un premier pas vers la soustraction d'impôt qui peut très vite coûter cher avec des reprises fiscales, des intérêts de retard et aussi des amendes. D'accord. Et en termes d'erreurs, est-ce qu'il y a aussi des grands classiques? Des erreurs? Ouais. D'oublier. C'est surtout des oublis la plupart du temps. C'est oublier de déclarer des revenus accessoires qui pourraient être très accessoires, d'oublier certaines déductions. Alors, c'est souvent des erreurs qui sont en défaveur du contribuable. Et puis parfois aussi, alors pour les propriétaires immobiliers, ce serait de déclarer des frais de rénovation qui n'en sont pas. Alors je prends un exemple volontairement grossier, mais construire une piscine et le faire passer comme des frais de rénovation, ça ne fonctionne pas. La piscine, ce sont des travaux à plus-value. Ce n'est pas comme la rénovation d'une salle de bain ou le remplacement d'un interrupteur dans une chambre. Le remplacement d'un interrupteur dans une chambre, c'est à mettre, on peut le mettre sur sa déclaration d'impôt. Si vous êtes propriétaire, pas si vous êtes locataire. Non, ça j'avais bien compris. Je dis ça pour le propriétaire de mon appartement. Donc, ensuite, les gens viennent vous voir et ça prend combien de temps? C'est-à-dire, vous, le temps que vous passez avec les gens, moi je vais vous amener peut-être plein de choses, peut-être des choses à mettre dans ma déclaration, peut-être pas. On fait ce tri ensemble? Alors non, moi je préfère pas parce que c'est une perte de temps pour vous et pour moi. Les gens sont à peu près tous très occupés maintenant, nous aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un premier contact téléphonique ou par email, de définir un peu le cadre, voir quels sont les éléments clés de votre situation personnelle, professionnelle aussi, de faire un pré-listing des documents, d'échanger, parce que souvent en discutant, on se rend compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas venus à l'esprit tout de suite du contribuable. Nous, le tri, on le fait. Alors l'idée, c'est pas de venir avec 40 classeurs fédéraux puis de faire un tri sur les 10 ans de vie du contribuable, mais c'est de centraliser un petit peu sur les éléments importants. Et puis après, on établit un premier projet avec une liste de commentaires, de remarques, des documents supplémentaires à fournir éventuellement, qu'on discute avec le client. Puis généralement, ça va assez vite jusqu'au téléversement électronique, parce que c'est un peu la nouvelle norme maintenant, d'éviter tous ces papiers et ces signatures. On est obligé de passer par l'électronique si des gens nous écoutent et aiment bien avoir une trace papier. Alors à Genève, on peut encore le faire intégralement sous format papier, même si l'administration, elle pousse énormément à l'utilisation des moyens électroniques. Et honnêtement, c'est quand même beaucoup plus facile de passer par les moyens électroniques. On peut téléverser toutes les pièces de manière numérique aussi. Donc j'encourage vraiment les contribuables à utiliser ce moyen. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. En compagnie de Christopher Faget, directeur associé de la fiduciaire FIDEAG, on se demande ce que l'on a oublié dans notre déclaration d'impôt. Parce que les gens là qui font les impôts, il y a bien entendu celles et ceux qui travaillent dans des entreprises, celles et ceux qui possèdent des entreprises, et parfois les deux sont la même personne. Oui, c'est notamment le cas des indépendants qui exercent une activité lucrative indépendante. Donc ça, c'est la même déclaration? C'est une déclaration comme pour les personnes physiques qui ont un salaire. Au niveau du format, c'est la même chose. On a juste des annexes qui sont un petit peu différentes. Parce qu'on va devoir joindre le bilan de l'activité indépendante avec un compte de résultat qui met en évidence le résultat net imposable, qui sera l'équivalent du salaire d'un employé. Et au-delà de cette raison individuelle, pour les autres formes d'entreprise, quelles sont d'ailleurs les grandes différences? Alors,
On en a fondamentalement deux. On a les raisons individuelles qui sont considérées comme des personnes physiques du point de vue de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune. Puis après, on a les sociétés de capitaux, donc essentiellement SA et SARL en Suisse, qui sont taxées de manière séparée, donc avec une propre déclaration fiscale pour les sociétés. Est-ce que c'est pas un peu parfois compliqué, je dirais presque à dessein? On a toujours, chaque année, on se retrouve face à cette déclaration, on se dit, ça, si je comprends bien la formule de la phrase, ça veut dire que ça, je peux le mettre, mais à moins qu'ils ne veulent dire que... On a le sentiment que c'est très compliqué. C'est le sentiment que beaucoup de contribuables partagent d'une manière générale. En tant que praticien, j'ai un regard un petit peu différent parce qu'on baigne dedans en permanence, les termes sont un peu plus connus. Je ne pense pas que les administrations fiscales et les législateurs font des choses à dessein pour noyer la population dans le plus grand désarroi chaque année au 31 mars. Je ne pense pas. J'espère pas non plus. Après, il y a des termes techniques qu'on ne peut pas changer, il y a des process qu'on ne peut pas faire appeler autrement, tout simplement. Donc il y a des termes techniques... On est obligé de les laisser tels quels, et puis c'est pour ça qu'on a des guides à côté, qu'on a passablement de notices qui visent à expliquer au plus grand nombre, avec les mots les plus simplement possibles, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis il y a des beaux termes de langue française. Usufruit, par exemple, c'est un très joli terme. Exactement. On pose un joli problème en fiscalité, d'ailleurs aussi, puisqu'on peut toujours se demander, je suis nu propriétaire ou usufruitier, qui doit déclarer dans ce cas-là? Et puis si je dois donner la réponse, c'est l'usufruitier. C'est celui qui jouit du bien, qui n'est pas propriétaire inscrit au registre foncier, mais qui l'utilise, qui peut en tirer des revenus, qui doit le déclarer comme s'il était réellement propriétaire. Eh ben dis donc, heureusement que je suis pas venu avec mon catalogue de tous les jolis mots des déclarations d'impôts. On le sait, ces dernières années, les gens ont radicalement changé d'orientation. Il y a des gens qui ont travaillé dans la banque pendant des années, qui se sont dit, bah tiens, je vais ouvrir mon propre commerce, je vais fabriquer mes yogourts, par exemple, c'est formidable. Alors on pense à beaucoup de choses quand on change d'orientation, mais on pense jamais aux impôts. Alors, détrompez-vous, parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont, si je peux me permettre, un peu freestyle, qui vont se lancer, qui réfléchiront après aux conséquences administratives et fiscales. On a aussi quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant typiquement que le Covid a eu des incidences sur leur réflexion personnelle, qui veulent se lancer dans une nouvelle activité. Et qu'est-ce que ça va changer dans ma déclaration d'impôt? Et donc, on explique tout de suite que ça dépend aussi de la structure de l'activité qui est lancée. Quelqu'un qui va créer typiquement une petite SARL, qui va être salarié en étant son propre patron, va quasiment pas avoir de différence avec sa déclaration fiscale ordinaire qu'il avait en tant que salarié d'une banque, pour reprendre votre exemple. Il aura son certificat de salaire, pas tellement d'autres choses à faire, si ce n'est les aspects financiers de sa société. Et par contre, quand on se lance comme indépendant, là, on va tout de suite conseiller de bien structurer, de faire au moins un carnet du lait avec les entrées et les dépenses. Et puis, si l'activité est un peu plus conséquente, de faire appel à une fiduciaire pour structurer un petit peu la comptabilité. Oui, chose que vous faites, entre autres, hein, vous faites aussi de l'audit. Il y a plusieurs services, évidemment, chez FIDAG. Oui, chez FIDAG, alors on est une jolie fiduciaire bien implantée en Suisse romande, y compris à Genève. On a tous les métiers à disposition classiques de la fiduciaire, fiscalité, comptabilité, audit. Et ces dernières années, on a aussi beaucoup greffé tout ce qui est conseil aux entreprises, parce que ça devient de plus en plus important. Le monde est de plus en plus administratif. Donc le juridique a pris une grande part également dans nos activités. Alors je vous pose la même question qu'aux personnes qui étaient à votre place un peu plus tôt. On fait comment pour faire mieux que les autres, en tout cas être sûr qu'on fasse appel à nous? C'est difficile. La fiduciaire est un domaine qui est extrêmement concurrentiel parce que c'est aussi un métier qui n'est pas protégé. Donc ça va de la personne qui est seule dans un bureau et qui fait de la déclaration fiscale très bon marché à des très grandes sociétés de type Big Four, pour ne pas les citer. Donc il y a vraiment un panel énorme de ce que l'on trouve derrière le terme fiduciaire. Après, il y a évidemment la réputation, la qualité de service que l'on donne. Parce que là, si on parle purement de la déclaration d'impôt, on ne peut pas mieux faire que le concurrent, puisqu'il y a des choses qui rentrent dedans et des choses qui ne rentrent pas dedans. Alors, détrompez-vous. Heureusement, j'arrête pas de me détromper, c'est tant mieux. J'aimerais bien pouvoir dire ça, qu'effectivement, tous les confrères et tous les collègues on fait tous le même travail. Malheureusement, c'est pas toujours vrai. Donc, il y a différentes strates. Évidemment, pour le cas le plus simple, salarié sans bien immobilier avec un seul compte bancaire, c'est difficile de faire des erreurs. Par contre, dès qu'on va intégrer des biens immobiliers, qu'on va intégrer des participations, peut-être juste un petit portefeuille d'actions auprès de la banque, sans aller chercher des millions, hein, juste quelques milliers de francs, là, ça peut vite devenir un peu plus technique. Et puis, si on n'a pas l'habitude de savoir piocher dans les réglementations et savoir un petit peu comment déclarer ces choses, on peut faire quelques erreurs. Je vais être très honnête, une fois une fiduciaire, je ne donnerai pas son nom, me dit, bon, allez, on va mettre, ça c'est au-delà du montant maximum, on va le mettre, on verra. C'est commun, ce genre de choses? Oui, ça c'est quelque chose qui arrive, parce qu'il y a aussi un petit peu le jeu du chat et de la souris avec l'administration fiscale. On a ce principe de la bonne foi, qui est un principe fondamental en droit fiscal suisse, dans lequel on suppose que le contribuable fait les choses honnêtement, et l'administration fiscale doit se baser sur la déclaration pour taxer. Après, c'est aussi son rôle et son métier de vérifier la déclaration fiscale et de corriger s'il y a des erreurs. Dernière question, c'est un métier, on en parle un petit peu plus tôt, qui se digitalise énormément. Oui. Là encore, est-ce que la relation d'ailleurs physique reste essentielle? Alors,
Oui et non. Pour les premiers rendez-vous, moi j'accorde une grande importance à rencontrer les gens, que ce soit même par visioconférence. Ça c'est très important parce que dans le cadre d'une discussion, on est beaucoup plus efficace, on fait sortir les éléments. Par contre, pour les clients que l'on a déjà eus depuis au moins une année, c'est beaucoup plus simple maintenant via les systèmes de mail, de Dropbox ou de serveurs privés de faire des dépôts de documents. On traite tout de manière interne et puis après on échange soit par téléphone, visioconférence avec le client et on gagne beaucoup de temps, ce qui est très apprécié des contribuables. Alors, dernière question, parce que j'imagine que pour les entreprises, ça va dépendre aussi de la taille des entreprises, mais pour un particulier, combien coûte une déclaration chez vous? Chez nous, chez FIDAG, c'est assez variable. Ça va de 150 francs pour les petites déclarations d'impôts, et puis ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers de francs pour quelqu'un qui a un gros patrimoine. Comme Noah, notre réalisateur, qui a un patrimoine exemple. extraordinaire, on en parlait hors antenne. En tout cas, on a bien compris les rappels de bonnes pratiques et demander ce fameux délai, dites donc. Sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Christopher Fadjet, directeur associé de la fiduciaire FIDAG, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes un peu partout d'ailleurs en Suisse romande, Genève, Lausanne, vous êtes à Martigny, meilleur canton du monde, et à Delémont pour le Jura. Merci bien d'être venu nous voir. Merci à vous pour l'invitation. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Une Genève plus attractive, ça vous dit? Bonjour Arnaud Burgin. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève, la FLAG. Alors Genève, dynamique, attractive, ça c'est formidable. Mais ça commence où et ça va jusqu'où? Alors l'attractivité, ça se mesure toujours en comparaison finalement avec d'autres villes, d'autres régions, d'autres États. Donc c'est toujours de mesurer ce que font les autres par rapport à Genève et notre capacité finalement d'attirer des entreprises, de les retenir, de faire venir des gens, d'avoir un petit peu cette renommée internationale. Alors Genève se positionne comment? Parce qu'on peut la comparer à New York et à Moudon, et c'est pas faire insulte à aucune de ces deux villes. Mais c'est vraiment ça. On sait qu'à Genève, par exemple, très régulièrement, il y a des promotions économiques qui viennent démarcher les entreprises. Singapour, c'est des habitués de Genève. Ils viennent 1 à 2 fois par année pour démarcher des entreprises. Londres le fait, certains États américains, Dublin. Mais on voit maintenant qu'aussi la France, l'Italie viennent à Genève, proposent à des entreprises de venir s'installer en France ou en Italie à des conditions extrêmement attractives, peut-être même meilleures que celles qu'on est capable d'offrir à Genève. Et alors, qu'est-ce que vous faites très concrètement, alors, une fois qu'on a posé ce constat? Très concrètement, nous, d'abord, on travaille sur ces constats. Donc, on récolte des données, on fait des études comparatives entre Genève, d'autres villes suisses et d'autres États. Et à partir de là, on a une dynamique qui veut essayer de sensibiliser la population, justement, à ces problématiques liées à l'attractivité, parce qu'au final, à Genève, c'est la population qui vote, c'est la population qui fait ses choix d'avenir, ses choix pour nos enfants. Et donc, nous, c'est vraiment le travail de récolter ces données, d'en sortir des études, de les publier, mais ensuite, ces études, d'aller sur les réseaux sociaux pour finalement sensibiliser la population au fonctionnement de l'économie. Donc, la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève, ce n'est pas forcément dire Genève, c'était mieux avant. Non, pas du tout. C'est se dire Genève, c'était bien avant, mais Genève, ça doit continuer à rester bien pour nous, pour les entreprises, mais finalement aussi pour la population. Parce qu'un tissu économique diversifié, dynamique, ça profite à la population parce qu'on a des entreprises qui payent des impôts, on a des contribuables qui payent des impôts, et ces impôts, finalement, financent des prestations qui sont destinées à la population. Ça peut être les TPG, ça peut être les HUG, toutes ces prestations, la santé, évidemment, la formation, les écoles, toutes ces politiques publiques qui, en fait, sont financées par l'impôt. Mais est-ce que vous êtes alors une fondation politique? Pas du tout. On est apolitique, mais bien évidemment, on traite de sujets politiques. Et comment est-ce que vous êtes financé? C'est-à-dire, qui compose la FLAG et qui vous finance? Alors, comme n'importe quelle fondation, on a un conseil de fondation qui est composé de dirigeants de grandes entreprises, mais nous avons des donateurs privés. Qui resteront donc privés. Pour vos projets, je dirais presque dans l'immédiateté, sur le très court terme, comment est-ce qu'on rend Genève plus attractive? Alors là, par exemple, dans quelques jours, on va sortir une étude sur la sécurité. L'idée, c'est de comparer est-ce que Genève est plus sûre ou est-ce que Genève est moins sûre. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un sentiment d'insécurité grandissant à Genève. Donc, on a voulu savoir si c'était vrai ou pas. Parce qu'évidemment, la sécurité, ça fait partie de l'attractivité. Et l'idée, c'est aussi d'aller comparer avec d'autres villes suisses. Donc, on a pris Zurich, on a pris le canton de Vaud pour voir si finalement Genève était plus sûre qu'il y a 10 ans et plus ou moins sûre par rapport à d'autres villes. D'ici quelques semaines, on sortira une large étude sur l'attractivité avec des piliers, la durabilité, l'innovation, la fiscalité, les finances publiques. Alors, je sais bien que vous ne voulez pas révéler l'intégralité de l'étude maintenant, mais dans les grandes lignes, alors, est-ce que Genève est plus sûre ou moins sûre que Zurich?
Alors Qu'est-ce ça, qu'on peut en dire? j'ai fait un teasing, je m'arrêterai là. Bien évidemment, l'étude sortira dans quelques jours. On sait qu'à Genève... alors, pardon, je vais vous Oui, poser oui. la question différemment. Est-ce qu'il faut se dépêcher de rendre Genève plus attractive? Ah oui, il faut se dépêcher. Parce qu'en fait, Genève a été une ville extrêmement attractive et elle est un petit peu moins. Parce qu'en fait, d'autres régions, d'autres villes se sont rendues compte qu'il fallait être beaucoup plus attractif pour attirer des entreprises, pour attirer des emplois. Et Genève a commencé à se faire un petit peu dépasser. Il n'y a pas d'alarme, mais c'est maintenant qu'on a travaillé pour des conditions cadres à 10 ans ou à 20 ans. Et je vous parlais de ça hors antenne presque en souriant, mais très honnêtement, des événements comme on parle, oui ou non, le retour des fêtes de Genève, la Lake Parade, est-ce qu'il faut rendre les musées ou les transports gratuits? Est-ce que ça participe à l'attractivité de Genève ou c'est pas le sujet? Ah, bien sûr, ce sont des critères qui font partie de l'attractivité de Genève. Dans les critères d'attractivité, on a le logement, les infrastructures, la mobilité, la fiscalité, les finances publiques, mais évidemment cette capacité finalement d'attirer des gens. On voit que les Genevois sortent régulièrement. Par exemple, qu'il y avait l'événement des géants à Genève, il y avait une foule dans la rue. Enfin, c'était à 3 ans et demi maintenant. Oui, hein. mais les Genevois sont quand même friands de ce genre d'événements. Et lorsqu'ils existent, qu'ils sont organisés, on voit que les Genevois viennent. Mais on a aussi des gens, des Vaudois, qui viennent à Genève pour assister à ces événements. Et finalement, ça fait marcher le tourisme, ça fait marcher nos commerces. Et c'est ça qui participe à l'attractivité d'une ville. Et nous, on continue de parler de l'attractivité de Genève dans un instant. Restez avec nous. Sur Radio Lac. Le Focus. Toujours en compagnie d'Arnaud Burgin, vous êtes directeur de la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève. Est-ce qu'une Genève plus attractive, ça vous dit? C'est la question que l'on se pose. Genève a quand même des atouts, parce qu'on entend souvent dire, oui, bon, Genève, c'est plus que c'était, gna, gna, gna. Mais il y a quand même de beaux atouts à Genève. Alors, à Genève, il y a des atouts absolument Il n'y incroyables. a pas que le jet d'eau. Déjà, il y a une situation géographique au centre de l'Europe. Il y a un lac, il y a des montagnes, mais il y a aussi surtout des talents. On a un bassin de population qui permet d'avoir plus finalement d'emplois qu'il y a d'employés. On a un tissu économique extrêmement varié, extrêmement diversifié. On a quand même à Genève des fleurons de l'économie mondiale qui sont à Genève, petite ville de 500 000 habitants. Et ça, il faut quand même le souligner. On parle de Genève en tant que grande plateforme, vous l'avez dit, au centre de l'Europe, mais ça, les Genevoises et les Genevois le savent déjà. Donc, eux aussi, il faut leur expliquer pourquoi ou comment Genève peut être plus attractive. Alors moi, je raconte souvent l'histoire de notre stagiaire qu'on a eu pendant 6 mois, qui, la première fois que je lui parle de conditions cadres, me regarde et me dit « Mais Arnaud, c'est quoi les conditions cadres ?» Et en fait, les Genevois ne savent pas forcément ce que c'est que les conditions cadres. On discutait ensuite fiscalité et assurance sociale. Puis elle me dit « Mais Arnaud, pour moi, c'est la même chose. C'est tout ce qui finit pas dans mon portefeuille. » Et en fait, assurance sociale, c'est ce qui vous assure contre un risque. Le chômage, la retraite et les impôts, c'est ce qui permet de financer des prestations à la population et c'est pas la même chose. Et donc nous, notre idée, c'est vraiment d'aller sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, pour justement faire cette sensibilisation auprès de la population. Vous la faites comment? Parce que c'est difficile de bien faire de la sensibilisation auprès surtout d'ailleurs des plus jeunes, sur des plateformes comme TikTok. Alors c'est extrêmement difficile, parce qu'en plus vous avez 30-60 secondes. Là par exemple, on a sorti des capsules pour inciter justement les gens à aller voter en vue des élections. Donc on a un qui peut voter à Genève. Qu'est-ce que c'est qu'une élection? Qu'est-ce que c'est qu'une votation? On explique les 3 niveaux, fédéral, cantonal, communal. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour sensibiliser la population aux grandes problématiques liées à l'attractivité du canton de Genève. Donc attractivité, mais aussi bien vivre, ça en fait partie. En fait, la qualité de vie, c'est quand même notre principal critère à Genève qu'il faut absolument maintenir. Alors on a une stagiaire ici, elle s'appelle Lilou. Tu as 14 ans, Lilou. Je te pose la question comme ça. Genève, t'aimes bien? Oui ou non? Est-ce que c'est une ville que tu as... Oui, plus que d'autres grandes villes que tu connais ou que tu auras déjà visitées? Ah, alors c'est l'emoji, je lève les mains parce que tu ne sais pas trop. Mais cela dit, je pose la question à dessein parce que finalement, on se dit, Genève, oui, j'aime bien, j'y suis. Enfin, oui, bon, voilà quoi. Et on se dit pas forcément, je vais aller gratter plus loin. En fait, on se rend compte que... Merci Lilou, pardon. On se rend compte que, notamment dans les entreprises, quand elles envoient des gens à l'étranger, notamment par exemple à Zurich, les gens ne veulent pas forcément revenir à Genève alors qu'ils sont genevois. Ce qui se passait pas il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, quand vous avez un expatrié qui arrivait à Genève, c'était un petit peu l'apogée de sa carrière et il ne voulait pas repartir. Mais maintenant, on constate plutôt un effet inverse, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui partent à l'étranger et qui ne reviennent pas forcément à Genève. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que la principale qualité de Genève au sens large, c'est la première chose que vous avez dite, à savoir c'est un hub. On peut être à peu près rapidement partout en Europe.
C'est dommage si la meilleure chose de Genève, c'est pouvoir vite la quitter. En fait, c'est quand même le problème maintenant qu'on constate. Ces entreprises ont de plus en plus de mal à faire venir des talents. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Zurich, qui a eu Google. Ça crée tout un écosystème propice justement à l'innovation, notamment dans le domaine de la technologie. Et c'est ce qu'on cherche notamment à avoir à Genève. C'est des clusters qui permettent d'avoir des talents dans des domaines très particuliers qui nous permettent de rester à la pointe. Donc finalement, vous êtes dans l'explicatif, mais quand même avec une orientation, ce serait bien de pouvoir maintenir et renforcer l'attractivité. C'est le but de la flag. Hein. Tout à fait. On est dans l'explicatif avec une tendance économique où on essaie d'expliquer le fonctionnement de l'économie. Donc on vous retrouve entre autres sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc sous le Genève Attractive, sur TikTok, sur Instagram et sur LinkedIn sous Fondation pour l'attractivité du canton de Genève. Vous êtes Arnaud Burgin, directeur de la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Elsa Fleuret, je voulais qu'on parle encore d'une table ronde qui va bientôt avoir lieu parce que Genève, c'est bien, mais il y a aussi le Grand Genève. Ça, donc l'attractivité de Genève, l'attractivité du Grand Genève. On collabore cette fois avec la Chambre de commerce et d'industrie de France-Suisse pour un cycle de 4 tables rondes. La première aura lieu jeudi prochain, le 30 mars. Et la thématique, c'est l'implantation des 2 côtés de la frontière, donc toutes les bonnes pratiques. Inscrivez-vous, il reste encore des places. Ça se passe sur le site de la CCIG. Merci beaucoup à Nicolas Granger pour la préparation de cette émission. Noah Sherman pour la réalisation et son patrimoine. On se retrouve la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.